Alors dans cette note écrite avec mon collègue Jean-Louis Muchelli, nous reprenons tout d'abord les deux explications usuelles qui ont une certaine pertinence, bien entendu. Première explication, celle en termes de dérive des coûts de production. Comparativement à l'Allemagne, la France a connu une dérive de ses coûts salariaux unitaires depuis une dizaine d'années. Bref, on a perdu la bataille de la compétitivité coût. Deuxième explication, c'est bien sûr celle en termes de compétitivité hors prix, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas lié directement au coût de production. Et aussitôt, on pense à quoi? On pense à la recherche-développement, on pense aux brevets, on pense aux ingénieurs, on pense à l'enseignement supérieur. Eh bien nous, dans cette note, nous pensons que la compétitivité hors prix, ça n'est pas que cela. C'est aussi d'autres choses. C'est en particulier la qualité des produits, la créativité, le design. Et au fond, le message que nous souhaiterions faire passer dans cette note, c'est que la compétitivité peut être l'affaire de tous, et pas seulement de ceux qui ont la chance de devenir ingénieurs, de devenir chercheurs ou d'aller sur les bancs de l'université. La compétitivité qualité, c'est une compétitivité qui peut parler, qui peut s'adresser à tout le monde. Nous voyons principalement deux limites. Première limite, cette politique repose sur une équation un petit peu sommaire, innovation égale recherche-développement, monde des ingénieurs, monde des chercheurs. C'est bien sûr juste. Pour autant, on ne peut pas réduire l'innovation à cela. Celui qui invente une nouvelle paire de lunettes, comme savent le faire très bien les Italiens, il innove également. Donc ne réduisons pas l'innovation à quelque chose finalement d'élitiste et qui se résumerait à de la recherche. Il faut de la recherche, bien entendu qu'il faut faire des brevets, déposer des brevets, mais est-on vraiment sûr que nous achetons des voitures allemandes parce qu'elles ont plus de brevets? Est-ce qu'on n'achète pas plutôt des voitures allemandes parce qu'elles ont du design, parce qu'il y a une qualité de production, une qualité de service après-vente? Et puis nous voyons une deuxième limite à cette politique qui met l'accent uniquement sur la R&D et l'enseignement supérieur, c'est le fait qu'elle ne s'adresse pas à tous les Français. Quel message délivre-t-on aux 50% d'une génération qui n'auront pas la chance d'aller sur les bancs de l'université? Quel message délivre-t-on aux 120 000 décrocheurs? Alors je crois que plutôt que raisonner en termes de domaine, l'innovation peut être partout. Il faut justement arrêter de raisonner en secteurs, avec l'idée qu'il y aurait des secteurs porteurs et puis des secteurs qui ne seraient pas porteurs. Prenez l'exemple des jeux vidéo. Le jeu vidéo est une industrie extrêmement créatrice et c'est une très bonne clé d'entrée dans le numérique. Que constatons-nous? Les meilleures formations à cette activité sont situées en France. Nous avons des leaders mondiaux, mais tous les développeurs ont quitté la France pour rejoindre notamment le Québec. Autre exemple, l'industrie du luxe. Nous sommes, si j'ose dire, les champions du monde de l'industrie du luxe et nous n'en parlons pas assez. Cette industrie du luxe, nous pouvons encore la doper en misant notamment sur la qualification, sur l'excellence de la main, ce qui suppose une politique de formation qui donne envie aux jeunes d'investir ces métiers-là. Et puis enfin le tourisme. Le tourisme est vécu en France comme une rente, comme une manne. Il n'y a jamais de politique en faveur du tourisme. Eh bien nous pensons dans cette note qu'il peut y avoir une politique du tourisme qui mise sur quoi? Sur la qualité totale, la qualité partout. Je pense qu'en France, nous avons une vision finalement assez élitiste de ce qu'est l'innovation. L'innovation serait finalement l'affaire exclusive des chercheurs et des ingénieurs. Dans le jeu vidéo, vous voyez bien qu'il y a peut-être ce côté divertissement qui ne donne pas suffisamment de crédit. Mais ne raisonnons pas en opposition recherche, non-recherche. Raisonnons en création de valeur. L'industrie du jeu vidéo n'est pas dépendante du pétrole, elle n'est pas dépendante des matières premières, elle ne repose que sur une chose, la créativité et le talent. Si nous élargissions finalement notre vision de l'innovation, nous apercevrions qu'en France, nous regorgeons de secteurs extrêmement créatifs. Je crois que les Français perçoivent la mondialisation de manière très dichotomique. Lorsqu'ils sont qualifiés, ils la vivent très bien, puisqu'ils sont deux fois gagnants comme consommateurs, via des prix moins chers, mais également parce que leurs produits sont exportés. Pensons aux salariés d'Airbus. Eh bien, dans notre note, nous voudrions une mondialisation qui s'adresse à tous les Français, y compris à ceux qui n'ont pas la chance d'être ingénieurs ou chercheurs. C'est donc en misant sur la qualité est une notion qui s'adresse à tout le monde. Celui qui mise sur la qualité dans le tourisme, celui qui mise sur la qualité dans ses produits, eh bien non seulement il ne va pas être victime de la mondialisation, mais il va voir la mondialisation sous un jour complètement différent. C'est un petit peu
La compétitivité qualité, c'est un petit peu la mondialisation à l'envers. C'est l'ouvrier qualifié qui est mis à l'honneur et qui exporte en Chine. On redonne du sens et on redonne de la fierté à ceux qui vivaient la mondialisation uniquement sur le mode de l'exclusion. Le message principal que nous essayons de faire passer dans cette note, c'est que pour miser sur la compétitivité qualité, il faut miser sur la qualification de tous. Alors vous me direz, ça c'est assez évident. Oui et non, parce que souvent quand on pense qualification, on pense justement aux plus qualifiés. Or nous disons quoi? Nous disons qu'il faut que tout le monde sache lire, écrire. Ça veut dire qu'il faut lutter contre l'illettrisme. Ça veut dire que finalement il faut donner plus à ceux qui ont peu. Cela veut dire par exemple au niveau de la formation professionnelle qu'il faut l'orienter sur les peu qualifiés, alors qu'aujourd'hui elle bénéficie paradoxalement à qui? Plutôt à ceux qui sont déjà qualifiés. Au fond, le message que nous faisons passer, il n'y a pas de qualité des produits s'il n'y a pas de qualification des hommes, de tous les hommes. La compétitivité qualité, me semble-t-il, a d'autant plus de sens dans un pays comme la France que la France a une image très forte, que l'on sous-estime parfois, très forte à l'étranger. La France est très associée à la notion de créativité, d'originalité, et nous pensons que cette créativité, cette qualité pourrait trouver une force, notamment pour les PME, qui sont peu connues ou moins connues à l'étranger, grâce à une marque. Alors cette marque unique, ça ne serait plus du Made in France, mais ça serait du France Made, un petit peu sur le modèle du Swiss Made. Avec quels critères au fond? Le critère de la valeur ajoutée. Ce qui est important, ce n'est pas de savoir si le produit a été assemblé en France. Ce qui est important, c'est de savoir où est-ce que la vraie valeur a été créée. A-t-elle été créée en France ou a-t-elle été créée à l'étranger? Eh bien, dès lors qu'un producteur créerait l'essentiel de sa valeur en France, il pourrait afficher le France Made. Regardez Apple. Apple n'est pas un produit chinois. Pourtant, lorsque vous achetez un iPod, il est bien écrit Made in China. Mais au fond, la valeur ajoutée se trouve où? Elle se trouve bien sur le continent américain. Et ça serait aussi un moyen de redonner de la fierté aux Français en leur montrant que finalement la notion de France Made est un moyen de valoriser une image déjà existante, très forte de la France à l'étranger. Eh bien, contrairement aux approches usuelles qui pensent que la marque France doit s'adresser d'abord aux Français, pour les rassurer notamment quant à l'origine des produits, nous pensons que le premier but de la marque France, c'est de parler aux étrangers et de leur envoyer un signal de qualité en leur disant si vous achetez du France Made, vous achetez quelque part aussi une image et une qualité française. Donc je crois qu'il y a ici une révolution un petit peu copernicienne par rapport à l'approche usuelle et c'est pour ça qu'il nous semble très important de garder une terminologie anglaise pour que cela parle au monde entier. L'excellence de la main, c'est un vieux sujet, on en parle depuis longtemps. Nous proposons des solutions très concrètes. Il faut changer en fait la vision, le regard notamment des plus jeunes sur un certain nombre de métiers. Première proposition, par exemple dans le tourisme, il faut sensibiliser les jeunes aux perspectives, aux débouchés d'un tourisme qui mise sur la qualité, sur l'excellence. Deuxième proposition, nous pensons qu'il faut créer aussi des grandes écoles professionnelles. Pourquoi n'y a-t-il pas en France de grandes écoles, par exemple du tourisme, qui donneraient toute la fierté à ceux qui s'engageraient dans cette voie? Et puis vous savez, en matière d'excellence, les symboles sont importants. Il y a le classement de Shanghai pour les chercheurs. Pourquoi n'y aurait-il pas le classement de Paris qui mettent en valeur les formations qui misent sur le design, qui misent sur la créativité? Et je crois que la France serait très bien classée.